Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 18h30 sur France 3 Paris Île-de-France. Ce soir avec vous, nous nous intéressons à la cybersécurité. Il est urgent d'agir face aux cyberattaques qui se multiplient. Nos mairies, nos services publics, nos entreprises, nos hôpitaux sont touchés. On l'a vu encore récemment dans les Yvelines avec le centre hospitalier de Versailles, victime d'une cyberattaque avec demande de rançon. Alors qui sont ces cybercriminels? Comment s'en prémunir? Qui enquête pour les retrouver et les neutraliser? On en parle avec nos invités. Bonsoir Cécile Augereau. Vous êtes chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Votre office dépend de la police judiciaire. Qui sont les cybercriminels? Bonsoir. Les cybercriminels, ce sont des individus au profil diversifié, de l'attaquant isolé, féru d'informatique, au groupe criminel organisé, et notamment, c'est ce qu'on voit en matière de rançongiciel. Bonsoir Michel Wadenberg, président du campus cyber à Puteaux, 1800 experts en cybersécurité. Qui est présent sur ce campus cyber? En fait, tous ceux qui font l'écosystème de la cybersécurité, donc on va retrouver les grands offreurs en cybersécurité, les Thales, les Capgemini, on va retrouver les services de l'État, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, les ministères de l'Intérieur, le ministère des Armées. On va retrouver des start-up, on va retrouver des écoles, mais on va surtout retrouver des clients finaux, les bénéficiaires, des gens comme BNP, Total, Air France, tous les gens qu'il faut protéger et sur lesquels on travaille avec eux au quotidien. Bonsoir Rodolphe Aran, directeur associé Yes We Hack, société pour solutions en cybersécurité. Qui sont vos clients? Eh bien, toutes les organisations, entreprises, petites et grandes, et administrations qui souhaitent se protéger des cybercriminels. Et avec nous également Laurence Barbry, service police-justice, spécialisé dans ce thème pour France 3 Paris Île-de-France. Vous nous apporterez, Laurence Barbry, vos éclairages. À tout de suite sur France 3 Paris Île-de-France.
Vous êtes sur France 3 Paris Île-de-France, le 18h30, soyez les bienvenus. Et ce soir avec vous, on s'intéresse à la cybersécurité. Il est urgent d'agir face aux cyberattaques qui se multiplient. Nos mairies, nos services publics, nos entreprises, nos hôpitaux sont touchés. On l'a vu encore récemment dans les Yvelines, avec le centre hospitalier de Versailles, victime d'une cyberattaque avec demande de rançon, services administratifs paralysés, plusieurs patients transférés. Les conséquences des actes des pirates informatiques peuvent être désastreuses. Alors, qui sont ces cybercriminels ? Comment s'en prémunir ? Qui enquête pour les retrouver et les neutraliser ? On en parle avec nos invités. Bonsoir Cécile Augereau. Vous êtes chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Votre office dépend de la police judiciaire. Bonsoir Michel Vandenberg, bonsoir. Président du campus cyber à Puteaux, ouvert depuis février 2022. 1800 experts au quotidien sur ce campus cyber. Bonsoir Rodolphe Aran, directeur associé YesWeHack, société qui propose des solutions en cybersécurité. Avec nous également sur ce plateau, bonsoir Laurence Barbry, journaliste à la rédaction de France 3 Paris Île-de-France, spécialisée en police-justice. Vous nous apporterez vos décryptages. Oui, on verra tous ensemble que la cybercriminalité, ça concerne tout le monde, ainsi que les arnaques en ligne. Et regardez ce chiffre pour débuter cette émission, il est impressionnant. Plus 1100%, ça peut paraître délirant, mais pourtant c'est bien l'augmentation du nombre de dossiers de cybercriminalité traités par le parquet de Paris entre 2018 et 2021. Cette augmentation, c'est un chiffre, on l'a dit, colossal. Et parmi ces problèmes de cybercriminalité, les fameux rançongiciels. Qu'est-ce que c'est ? Comment expliquer aux téléspectateurs ce qu'est un rançongiciel ? Alors bonsoir, un rançongiciel, c'est un logiciel malveillant qui va être introduit dans un ordinateur et qui va permettre de chiffrer la donnée contenue dans cet ordinateur. Une fois ce chiffrement réalisé, la donnée est donc inaccessible pour son légitime propriétaire et pour qu'il la récupère, l'attaquant lui demande le versement d'une rançon qu'il doit payer en crypto-monnaie. Alors, Rodolphe Aran, donc vous êtes spécialiste de la cybersécurité. Qu'est-ce qui se passe concrètement, comme par exemple à l'hôpital de Versailles ? Qu'est-ce que font les pirates ? Où sont-ils d'abord ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Et en quoi ça a des conséquences dramatiques ? Alors pour commencer, la plupart du temps, les pirates sont dans un autre pays, voire à l'autre bout du monde. Donc tout se fait évidemment via Internet à distance. Et puis ce qui se passe généralement, c'est qu'un utilisateur, typiquement dans cet hôpital, a dû recevoir un mail anodin, avec un message anodin, un lien en apparence inoffensif. Il a cliqué sur ce lien et ce faisant, il a activé une charge virale. Donc en fait, c'est un code malveillant qui a donc produit l'effet qui a été présenté et qui va donc se répandre à travers le réseau informatique pour atteindre les différentes données qui vont être chiffrées et donc rendues inaccessibles. Ces cyberattaques se multiplient, on l'a dit, au week-end du 3-4 décembre, le centre hospitalier de Versailles. Le dimanche 6 novembre, le département de Seine-et-Marne, avec une demande de rançon des pirates du web de 10 millions de dollars, avec des services numériques et téléphoniques perturbés. Et aussi en août 2022, le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes. C'est impressionnant. Alors justement, au campus cyber Michel Vandenberg, est-ce que vous organisez, par exemple, des sessions de tests, de formation pour lutter et se prémunir contre ces attaques avec rançongiciel ? Tout à fait, c'est le but du campus, c'est de pouvoir aller à la rencontre justement des victimes et donc de faire des étapes de sensibilisation. Demain, on fait un grand exercice de gestion de crise. Voilà, comment on peut réagir quand on est en crise de cybersécurité. Voilà, notre métier, c'est celui-là, c'est de sensibiliser, de faire connaître aujourd'hui la cybercriminalité et de donner aux gens les moyens de pouvoir s'en prémunir. Bien sûr, les moyens, c'est également la justice. Et justement, Laurence Barbry, le parquet de Paris, est doté d'une section cyber. Oui, et c'est la section J3. Depuis 2016, le parquet de Paris a même une compétence nationale, comme dans les affaires de terrorisme. Il peut donc se saisir des affaires de cybercriminalité les plus complexes qu'elles se produisent sur le territoire. Les parquets locaux demeurent, eux, compétents pour le reste du contentieux, comme les ventes en ligne, par exemple. Et précisément parce qu'Internet n'a pas de frontières, les magistrats de la section cyber travaillent tant avec leurs homologues étrangers qu'avec les services de renseignement. Alors, quelle est l'évolution du nombre de dossiers traités ? On peut dire que la cybercriminalité s'est développée à un rythme industriel ces dernières années. Écoutez, plutôt, en 2018, la section J3 du parquet de Paris était en charge de 50 dossiers, 65 en 2019 et attention, 408 en 2020, 600 en 2021.
Quant aux attaques contre rançon, si elles étaient mineures effectivement en 2018, aujourd'hui elles représentent plus de 80% de la cybercriminalité au parquet de Paris. 495 ransomware pour la seule année 2021. Ransomware, rançongiciel, c'est synonyme. Merci beaucoup Laurence Barbry pour ces chiffres très importants. On comprend bien l'ampleur du phénomène. Comment expliquer cette recrudescence, Rodolphe Haran? Est-ce que c'est le tout numérique de notre société? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de cyberattaques? Alors oui, c'est le tout numérique, puisqu'effectivement, on est de plus en plus dépendant du numérique, de plus en plus exposés et donc de plus en plus susceptibles d'être attaqués. Il y a aussi le fait que le ransomware est devenu un écosystème criminel qui s'est à la fois professionnalisé et démocratisé. Professionnalisé dans le sens où il s'est structuré, où il y a maintenant différents sous-groupes qui ont des rôles extrêmement précis dans le développement des rançongiciels et ensuite dans leur diffusion jusqu'à la récupération des fonds chez les victimes. Et puis, ils mettent à la disposition du tout venant des espèces de boîtes à outils, donc des kits que chacun peut utiliser pour ses besoins propres, de fait que la menace a explosé. Donc des cybercriminels de plus en plus organisés, Cécile Augereau. Qui sont ces cybercriminels? Parce qu'on a bien compris, dans le monde entier, il n'y a pas de frontières, mais qui sont-ils? Est-ce qu'on peut les démasquer? Alors, oui, on peut les démasquer, mais ils ont des profils très, très diversifiés. Des individus isolés, férus d'informatique, aux groupes criminels organisés tels qu'ils viennent d'être décrits. C'est exactement ça, la définition des groupes criminels organisés. Ils agissent à plusieurs, avec une répartition des tâches et avec une internationalisation de leur action. Cette action internationale ne nous empêche pas d'aller les démasquer, puisque pour lutter contre la cybercriminalité, il faut avoir une activité collective. Cette activité, nous l'avons avec nos partenaires étrangers, et ce qui nous a permis, dans un certain nombre de dossiers, d'aller interpeller des attaquants à l'étranger, notamment dans certains pays de l'Est. Très important, donc essentiel aussi sur le campus cyber. Justement, on parle bien, je dirais, de rassemblement de sociétés, de différents services de l'État. Est-ce que vous avez, par exemple, les services de renseignement qui sont au campus cyber quand on voit que nous sommes confrontés à des réseaux internationaux? Comme j'expliquais tout à l'heure, on a le ministère de l'Intérieur, on a la DGSE qui sont présents. On communique aussi avec les gens d'Interpol. Justement, on parlait justement de pouvoir aller arrêter ces cybercriminels. Il faut bien remettre les chiffres dans leur contexte. Il faut savoir que c'est une attaque sur 10 qui fait l'objet d'une déclaration. Ça veut dire qu'à ce jour, pour les victimes, c'est plus facile de payer la rançon que d'aller porter plainte. Voilà. Donc ça, il faut qu'aussi on s'organise parce que les pirates sont extrêmement bien organisés. Comme l'a expliqué tout à l'heure notre interlocuteur, ils ont un service après-vente qui est très très bien fait. Et quand vous avez payé la rançon, ils viennent se renseigner pour savoir si vous avez bien récupéré vos données, si tout se passe bien, etc. Voilà, il faut savoir que c'est vraiment un business aujourd'hui et qu'avant c'était compliqué. On allait braquer une banque, c'était un peu dangereux. Maintenant, on fait tout ça derrière son ordinateur, mais le but, c'est toujours de gagner de l'argent. Cécile Augereau, vous voulez réagir sur ce point? Tout à fait. Je partage complètement cet avis. Une attaque pour une entreprise, c'est aussi la révélation d'une atteinte à son image quand elle va mettre sur la place publique cette attaque. Or, pour nous, service d'enquête, le dépôt de plainte est absolument fondamental. Il est fondamental pour pouvoir mener à bien nos investigations et donc interpeller des individus, les traduire devant la section cyber du parquet de Paris que vous évoquiez tout à l'heure. Mais il est fondamental aussi pour connaître l'état global de la menace que l'on sous-estime inévitablement actuellement. Donc nous proposons des solutions dans cette émission. Donc une question qui se pose, des personnes nous regardent ce soir, responsables par exemple d'une entreprise. Est-ce que c'est essentiel de porter plainte? Quels conseils donner à un chef d'entreprise? Parce qu'il ne faut pas oublier les petites PME aussi qui sont touchées. Quels conseils pour celles et ceux qui nous regardent si ces personnes sont victimes d'une attaque par rançongiciel? La première chose à faire pour l'entreprise elle-même, déjà, c'est d'isoler la partie de son réseau qui est attaquée. Ne pas éteindre, isoler. Ensuite, c'est aviser les services d'enquête pour que nous puissions le plus rapidement possible intervenir et récupérer les éléments d'enquête classiques. Une enquête en matière de rançongiciel, c'est une enquête classique qui impose en premier lieu de faire des constatations pour récupérer les premiers éléments qui nous permettront de travailler. Michel Vandenberg, vous voulez également ajouter un point sur cette question? Je pense que l'essentiel, c'est que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise se préparent au pire. Voilà. On l'a expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, ils sont dépendants du numérique. Quand le numérique s'arrête, l'entreprise s'arrête. Une PME sur deux qui ne paye pas la rançon
dépose le bilan dans les 18 mois. Donc c'est catastrophique pour l'activité de l'entrepreneur. Donc il faut vraiment qu'il soit sensibilisé à ce risque aujourd'hui et qui se prépare au pire, voilà, en ayant des sauvegardes, en ayant une duplication de ce qui est essentiel pour redémarrer l'entreprise. Voilà. Il faut vraiment les sensibiliser sur le sujet en disant le jour où ça s'arrête, c'est perdu. Mais faut-il payer la rançon alors? Puisqu'on entend que si on ne la paye pas, ça peut être catastrophique. Faut-il payer la rançon? C'est pas de ne pas payer la rançon, de ne pas payer la rançon qui peut être catastrophique. C'est effectivement de ne pas s'être prémuni, donc de ne pas avoir fait de sauvegarde. La sauvegarde, c'est l'élément essentiel. Alors justement, Rodolphe Arand, donc, vous êtes une société qui propose des solutions en cybersécurité. On imagine les petits chefs d'entreprise ou les maires de petites communes. Est-ce que ce sont des entreprises comme vous qui doivent aller voir, se rapprocher du campus cyber peut-être? Quels services proposez-vous et qui sont vos clients? Alors, nos clients, ce sont des entreprises de tous les secteurs d'activité, ce sont également des administrations, pas forcément les plus petites, parce qu'un des problèmes en matière de cybersécurité, c'est que généralement les plus petites entreprises, les PME qui ont été évoquées et les petites mairies, sont généralement sous-équipées, elles n'ont pas non plus les compétences pour gérer ces affaires-là, et c'est ce qui explique qu'elles sont aussi des proies faciles pour les cybercriminels. Alors que faire? Qu'est-ce que vous leur proposez? Et par exemple, ça coûte combien pour se prémunir? Alors, si on parle des grandes entreprises, nous, on propose des services de tests de sécurité qui leur permettent de découvrir leurs vulnérabilités et de les corriger en s'appuyant sur notre propre communauté de hackers éthiques. Pour ce qui concerne les petites administrations, je dirais qu'il y a quelques éléments de base qui ont été évoqués, comme les sauvegardes. Il y a le fait simplement de mettre ces ordinateurs et ces serveurs à jour, donc c'est d'être sûr qu'il y a des antivirus qui sont réellement mis en œuvre. Ce sont déjà des choses qui permettent de limiter les risques. Un point effectivement très important. Alors, vous voulez encore réagir, oui, vous qui coordonnez donc la lutte contre la cybercriminalité à l'Office. Tout à fait. Alors nous luttons contre la cybercriminalité, mais nous participons aussi à l'œuvre de prévention. Et pour les TPE et les PME, nous avons développé un réseau d'experts cybermenaces qui permet de dispenser quelques éléments pour se prémunir au mieux, et puis d'orienter aussi les entreprises en cas d'attaque vers les bons services. Laurence Barbry, une précision. J'abonde dans le sens, il faut absolument porter plainte parce qu'on le verra plus tard, mais autant effectivement la France manque d'ingénieurs en cybersécurité, autant les services enquêteurs, que ce soit ceux de la police ou de la gendarmerie, bénéficient d'une excellente réputation au niveau mondial. On a effectivement de très très bons techniciens, donc il ne faut pas hésiter à porter plainte, parce que s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête, et c'est comme ça que ça se propage. D'ailleurs, cette question importante, Cécile Augereau, dans vos services, est-ce que ce sont uniquement des policiers ou est-ce que vous avez avec vous des ingénieurs informatiques qui ne sont pas, je dirais, membres de la police ? Alors, ce qu'on a cherché à mettre en œuvre à la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité, c'est une véritable synergie des compétences. Autant nous avons des enquêteurs qui sont formés, qui sont des investigateurs en cybercriminalité, c'est-à-dire qui bénéficient d'un niveau de formation élevé en la matière, mais nous avions besoin aussi du regard et de la technicité des ingénieurs pour pouvoir mener à bien nos enquêtes. Et c'est ce que nous faisons. Et toutes nos enquêtes sont menées et par des enquêteurs et par des ingénieurs. Et donc ça peut arriver à tout le monde d'être victime d'une attaque, d'une cyberattaque, voire d'un piratage ou même d'un phishing, hameçonnage. On va essayer de comprendre avec vous ce que cela veut dire. Laurence Barbry, quels sont les signaux de ces fameux phishing hameçonnage qu'on a sur les boîtes mail et sur les SMS? Alors tout d'abord, quand même une rapide définition du phishing. Cela consiste en l'envoi massif d'emails frauduleux ou de SMS. Dans les deux cas, le message comprend souvent un lien et c'est ce lien qui va nous piéger. La tendance en vogue depuis 2 ans, usurper l'identité des grandes administrations françaises. Ça donne de la crédibilité aux arnaques en ligne. On peut citer la Poste, l'assurance maladie ou encore les impôts. Alors, quels signes doivent nous alerter? Première chose, si vous ne connaissez pas l'expéditeur, petite lampe rouge, avant de vous précipiter sur la pièce jointe, on l'a appelé tout à l'heure, regardez l'adresse, vous passez le curseur sur l'adresse, souvent vous allez voir une série de chiffres, c'est typique du phishing, des chiffres et en tout cas une adresse peu commune. Deuxième point, pensez à aller directement vérifier sur le site de l'administration concernée, la banque, la CPAM. Troisième point, les administrations ne demandent jamais de coordonnées bancaires. Jamais. Même chose pour les SMS qui vous invitent à mettre à jour votre carte vitale, ça n'existe pas. Et pour limiter les risques, on l'a appelé, vous installez des mises à jour, vous installez les mises à jour de vos antivirus, je vais y arriver. Et surtout, et c'est important, il faut absolument déterminer plusieurs mots de passe et les renouveler rapidement.
Et comment signaler Laurence Barbry? Parce que beaucoup de personnes qui nous regardent ont déjà vécu ces expériences. Alors, pour ne pas dire d'erreur, je vais m'accrocher un petit peu. Concernant les SMS suspects, vous les transférez directement au 33 700. C'est gratuit et c'est très efficace pour les sites de hameçonnage. Donc, c'est du phishing. Indiquez-le à Phishing Initiative. L'adresse va s'afficher. Dans tous les cas, la plateforme Info Escroquerie du ministère de l'Intérieur vous conseille dans cette démarche. Elle est extrêmement bien faite. Le numéro de téléphone 0805 805 817, gratuit de nouveau. Et enfin, n'hésitez pas à consulter le site cybermalveillance.gouv.fr. Je vous le conseille, il est extrêmement bien fait. Alors Cécile Augereau, merci beaucoup pour ces détails, bien sûr, Laurence Barbry. Autre point très important, au-delà donc des techniques d'hameçonnage, de plus en plus de personnes, notamment jeunes mineurs, sont victimes de sextorsion, un phénomène très important. Nous devons alerter la population et les téléspectateurs sur ce phénomène. Qu'est-ce que cela est? La sextorsion, c'est le fait pour une victime d'avoir communiqué des images d'elle dénudée ou de s'exhiber devant une caméra et d'être ensuite victime de chantage de par la personne qui était de l'autre côté, alors que la victime croyait avoir affaire à un tiers de confiance. Vous évoquiez à l'instant le numéro Info Escroquerie. Ce numéro Info Escroquerie, il est adossé à une plateforme, qui est une nouvelle plateforme qui a été créée le 15 mars 2022. C'est la plateforme de traitement harmonisé des enquêtes et des signalements sur les e-escroqueries. Thésée. Thésée. On va regarder tout de suite. Regardez bien. Thésée, voilà, vous avez le logo, l'intitulé, c'est sur Internet. Nous vous écoutons, Cécile Augereau. Voilà. Et Thésée prend notamment les plaintes pour ce type d'escroquerie en ligne, qui sont très traumatisantes pour les victimes. Et pouvoir déposer plainte en ligne pour des faits de chantage qui mettent en cause votre intimité, c'est quand même beaucoup plus facile que de se rendre dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Donc Thésée prend ces plaintes-là. Thésée, c'est une plateforme, la première et la seule plateforme de dépôt de plainte en ligne. Autre plateforme aussi importante, c'est Pharos. Regardez le logo, c'est très important que vous connaissiez cette plateforme pour signaler les faits de pédophilie ou pédopornographie, d'expression du racisme, d'antisémitisme ou de xénophobie, incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, terrorisme ou apologie du terrorisme, escroquerie et arnaque financière utilisant Internet. C'est Pharos, une précision, Laurence Barbry. Oui, un conseil pratique pour les parents, parce que les sextorsions, c'est un vrai problème depuis maintenant 4-5 ans. Moi, j'avais tourné la brigade de protection des mineurs, ils ont 20 dossiers par an. Petit conseil pratique, les préados, dès l'âge de 12 ans, ils utilisent beaucoup Snapchat, TikTok, etc. Bien faire comprendre à nos enfants que derrière un écran, on ne sait pas qui se cache, que ça peut être l'un de leurs amis, mais en fait, ce n'est pas leur ami parce que les comptes ont été piratés, ils pensent dialoguer avec un ami et en fait, ce n'est pas l'ami. Donc vraiment, sensibiliser nos enfants par rapport à l'usage de ces réseaux sociaux. Et cette dernière question aussi, Michel Vandenberg, c'est la formation des personnes pour pouvoir agir, se prémunir, prévenir aussi les familles. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la formation? Avez-vous des écoles d'ingénieurs sur votre campus cyber? Alors, on a 6 écoles d'ingénieurs sur le campus cyber, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, on souffre du manque d'experts en cybersécurité. Il y a 15 000 postes aujourd'hui qui sont ouverts et qui ne trouvent pas preneur, alors que c'est un métier, on l'a vu, utile, social, extrêmement bien rémunéré en plus, et on ne trouve pas aujourd'hui de gens qui ont cette vocation. Voilà, donc on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale pour justement aller à la rencontre des jeunes, de leurs professeurs, pour leur expliquer aujourd'hui qu'on a besoin d'eux et que le métier de la cybersécurité, c'est un métier extrêmement intéressant, qui doit se féminiser aussi. Moins de 3% de femmes dans la cybersécurité. Donc évidemment, il faut former bien sûr les femmes, entre autres. Une dernière précision, Cécile Augereau, voulez-vous apporter? Je voulais juste revenir sur les mineurs et sur la plateforme Thésée. C'est un véritable sujet. Ces mineurs peuvent faire des signalements sur la plateforme Thésée et je les invite vraiment à signaler les faits dont ils sont victimes sur la plateforme Thésée. Les faits de sextorsion peuvent être dramatiques, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur un mineur. Et faire un signalement sur la plateforme est une garantie de sa prise en compte. Effectivement, parfois, ce sont des drames, suicides ou encore dépression. Évidemment, le monde du numérique nous entoure dans notre quotidien. Il faut faire très attention
aux arnaques ou encore aux personnes malveillantes. C'était vraiment une émission de service public. Merci Cécile Augereau, chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, Michel Vandenberg pour le Campus Cyber, Rodolphe Aran, Yes We Hack, Solutions Cybersécurité. Merci pour vos éclairages, Laurence Barbry, spécialisée police-justice sur France 3 Paris-Île-de-France. Tout de suite, votre 19-20.